Et rebonjour YouTube. On est reparti pour la on est parti pour la partie 2 de la série 11, d'accord, avec les questions 21 à 40. N'hésitez pas à venir faire cette série, les séries en live sur Twitch, du coup sur Fred Auto École également, sur le même nom que la chaîne YouTube. N'hésitez pas à follow, à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces, à partager à tout le monde. Et on est parti pour cette partie 2. Alors, sur une voiture que l'on ne connaît pas, il est préférable de découvrir ses équipements et leurs commandes. A. En roulant. B. À l'arrêt. Ah oui, c'est mieux. Là, je suis en train de rouler, quand je suis sur l'autoroute, environ à 130. Puis, ah, tiens, au fait, c'est quoi ces petits boutons là? Je me demande bien c'est quoi ça. Ah bah merde, je suis mort. Donc la réponse B, à l'arrêt, d'accord? Ne roule pas. Ouais, je suis dans le 51. Je suis sur Reims, exactement. Donc c'est à l'arrêt, d'accord? Ne contrôle pas, c'est... on apprend tout. On apprend tout à l'arrêt. Et après, bah, on découvre pas en roulant, sinon c'est dangereux. Alors, l'alcool est relevé dans environ 5% des accidents mortels, 15% des accidents mortels, 30% des accidents mortels ou 45% des accidents mortels. Je comprends pas la question. Laquelle? Celle-ci, la question 22 que tu comprends pas? Relevé, c'est-à-dire... en fait, il y a environ... on a environ 3000, entre 3000 et 3500 morts par an sur les routes de France depuis plus de 10 ans. Ça stagne, toujours, entre 3000 et 3500. Enfin, sur ces 3000 ou 3500, il y en a environ 1000 dans les cas où il y a de l'alcool, où il relève de l'alcool. Quand il y a eu. Donc sur les 3000, il y en a au moins 1000 où il y avait, la personne avait de l'alcool dans le sang. Alors ça peut être en plus la vitesse, en plus autre chose. Donc relevé, c'est ça. C'est-à-dire en fait sur 3000 accidents, il y en a au moins 1000 dedans où il y avait, où on trouve, c'est ça. C'est où on trouve. Ok, voilà, donc c'est ça. Donc du coup, je vous ai donné la réponse en même temps, parce que je vous ai dit qu'il y a environ 3000 morts par an et qu'il y en a environ 30%. Donc sur 3000, il y en a environ 1000. Donc si vous pouvez changer votre lettre, parce que vous m'avez donné une mauvaise réponse tous les deux. 3000, 1000, environ 30%. Environ 30-33%, d'accord? Environ 30% des accidents mortels. Avoir ton permis moins cher Oh et la sans stress de ferme, passer les toi, je vitesses. travaille pas Ça te pour dit? toi. J'assume ma Ça se passe connerie. chez En Voiture Je travaille Simone pas avec pour les... En Voiture Simone, pas du tout. C'est ma série. Donc 30%, voilà. Donc en effet, l'alcool est relevé dans 30% des accidents. Les jeunes conducteurs, ils sont particulièrement exposés, notamment les soirs et les week-ends. On est parti, la suite, question 23. Alors, plusieurs réponses sont possibles. Alors, on va mettre l'image en grand pour bien voir. On a quoi ça? ESOS et OK. Alors, une niche de sécurité se trouve à ma gauche. Réponse A, à ma droite. Une issue de secours se trouve à ma gauche ou à ma droite. Ça marche, peut-être à tout à l'heure, Bouboule, si on n'a pas fini la série. Bon courage. Alors, du coup, on a dit une niche de sécurité à ma droite et une issue de secours à ma gauche. Bien l'issue de secours, la niche de sécurité. Une niche de sécurité, un petit local qui permet de faire un appel d'urgence. Vous voyez, le petit SOS là. Donc là, par contre, ça ne vous protège pas du feu, hein. C'est juste dedans, vous allez trouver un petit extincteur s'il y a dedans, si vous avez besoin, et un téléphone pour appeler les secours. D'accord? Dans la petite niche là au SOS. Ensuite, là-bas, ça vous indique que vous allez pouvoir vous stationner s'il y a besoin, si vous avez une panne. Et là, l'issue de secours, elle est ici.
Question 24. Est-ce que je peux transporter des personnes dans une caravane? Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, on va pas y passer 2 heures, hein, non. D'accord? Interdit, absolument interdit. Une caravane, une remorque, tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous êtes sur la route et vous roulez, c'est interdit d'être dans le véhicule. Pourquoi? Bah parce que vous n'avez pas de ceinture de sécurité, vous n'êtes pas ainsi pareil. On n'a pas le droit d'être dedans. Ok? Tac. Question 25. À 70 km/h au lieu de 50. Ah, pas mal celle-là. La distance minimum d'arrêt est A inchangé, B multiplié par 2, C multiplié par 3, D multiplié par 4. Alors, comment est-ce qu'on calcule la distance d'arrêt? C'est une bonne question, ça. Les gens qui sont sur YouTube, si ça peut vous aider, savoir à peu près, sur Twitch également, d'accord? La bonne réponse, c'est la réponse B, d'accord? Parce que comment est-ce qu'on travaille? Donc, c'est multiplié par 2. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver sa distance d'arrêt? Donc, c'est-à-dire, si je roule à 50 km/h, donc je prends le 5 ici, je le multiplie par lui-même. 5 fois 5 égale 25. Donc, on estime, on met environ 25 mètres pour s'arrêter. Alors que là, je prends le 7, alors que bon, on est loin du double. 50, le double, normalement, le double, ce serait 100. Donc, on se dit, si c'est à 100, bah, c'est multiplié par 2. Eh ben non. Là, on fait seulement 20 km/h de plus, et on fait le chiffre des dizaines par lui-même. Donc, 7 fois 7, 49. Environ 49 mètres. Donc, on voit bien, on passe de 25 mètres à 49 mètres. Donc, à 1 mètre près, on est x2. Ou la distance est multipliée par 2 alors que la vitesse n'est même pas multipliée par 2. Par exemple, lorsqu'on double sa vitesse, ses conséquences sont multipliées par 4. Vous voyez? Là, du coup, c'est multiplié par 2 la distance alors qu'on avait juste 20 km/h de plus. Si agit sur le véhicule est aussi multiplié par 4. En cas de choc, la violence celle-ci est multipliée aussi par 4. Et si je roule à 50, 5 x 5, 25. Si je roule à 100, ben, fois 10, 100. C'est ça, c'est multiplié par 4. Ce qu'on estime à peu près. Hein. C'est pas les calculs scientifiques, parce que les calculs scientifiques sont vraiment, entre guillemets, la vitesse au carré, voilà, la force de friction et compagnie. On vous embête pas avec ça, donc on fait des calculs simples. Hein. Ça vous permet de voir que bah, si vous roulez 2 fois plus vite, bah, vous mettrez 4 fois plus de temps à vous arrêter. Question 26. Alors, je peux partir en conduite supervisée si je suis âgé de 17 ans et demi. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai 19 heures de conduite pratique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, non et non. Alors, la conduite supervisée, on ne peut pas la faire tant qu'on n'a pas 18 ans, d'accord? Qui est un petit peu bête, d'accord? Parce qu'on peut laisser en conduite accompagnée dès 15 ans, mais on ne peut pas laisser en conduite supervisée à 17 ans et demi. On ne demandez pas pourquoi, je ne travaille pas dans l'État, c'est pas moi qui fais. Est-ce que j'ai 19 heures de conduite de pratique? Donc non, il faut au moins les 20 heures minimum et que vous ayez au moins validé l'autoroute avant d'être laissé en conduite supervisée. Donc il faut être âgé de 18 ans ou plus, avoir obtenu son code, évidemment, et que vous avez le droit de rouler pendant votre conduite supervisée tant que votre code est valable. D'accord? Donc en général, on vous met en conduite supervisée si vous avez malheureusement raté le permis. Ou alors là, comme les délais d'attente sont assez longs pour passer le permis, donc des fois, bah, une fois que vous avez validé l'autoroute et que vous avez fait vos 20 heures de conduite, eh ben, on peut vous laisser en supervisé après avoir fait un rendez-vous préalable avec une personne qui a le permis depuis plus de 5 ans et qui n'a pas eu de suspension de permis. D'accord? Infraction grave. Question suivante. Question 27. Pour dépasser les cyclistes, l'intervalle de sécurité minimum à laisser est le même pour dépasser les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse A. Et les intervalles de sécurité, donc je vous les rappelle, hein,
Quand on dépasse un piéton ou un cycliste, en agglomération, c'est minimum 1 mètre d'écart entre vous et la personne. Et hors agglomération, c'est minimum 1,50 m d'écart. Question 28. Alors, l'autopartage. Waouh. Quelle question incroyable pour le code de la route. Ça va vous aider à ne pas avoir d'accident, ça. Alors, l'autopartage nécessite un abonnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut permettre de disposer d'une voiture pour 1 heure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ça, ils nous font ça, c'est pour les normes, c'est pour l'éco-conduite. Donc oui, l'autopartage, il faut avoir un abonnement. C'est un abonnement que vous faites sur une application. Et ça peut vous permettre de prendre le véhicule, ne serait-ce qu'1 heure à un certain endroit et de le ramener ensuite après. Si vous n'avez pas besoin vraiment de véhicule, vous voulez juste aller en chercher un pour aller, je sais pas, faire les courses. Si vous avez envie, vous pouvez aller chercher la voiture, aller faire vos courses, ramener vos courses et puis ramener la voiture, tout simplement. Question 29. Un conducteur ayant absorbé de l'alcool est plus sensible à l'éblouissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Perçoit moins bien la couleur rouge. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les bonnes réponses sont en effet A. On est plus sensible à l'éblouissement, donc on a bu de l'alcool, et on perçoit moins bien la couleur rouge. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, l'alcool peut nuire à la netteté et réduire le champ visuel. Il y a aussi d'autres conséquences parfois connues. L'alcool rend plus sensible à l'éblouissement, ce qui pose un problème majeur, en particulier la nuit. En effet, une fois les véhicules passés, récents, ce qui est dangereux, ce qui concerne les feux tricolores, bien sûr, et pas seulement. Les feux arrière et les feux stop d'autres véhicules sont rouges également. Question 30. Alors, petite vidéo. Oh. Alors, en plus des feux de croisement, j'allume les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, en l'occurrence, donc, il y a du brouillard, donc je peux allumer mes feux de brouillard avant. Et il y a du brouillard, donc les feux de brouillard arrière, j'ai le droit également de les allumer. D'accord. Donc, réponse A et C. Alors, sur une voiture en boîte automatique, la position P dispense de serrer le frein de parking pour immobiliser la voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse B, d'accord. Donc du coup, ça met en parking, mais faut quand même mettre votre frein à main, le frein de parking, sinon la voiture n'ira pas. P pour immobiliser la voiture, mais attention, la position ne remplace pas le frein de parking ou le frein à main. Ok. Question suivante. 32. Encore une vidéo, tiens. Et alors, le moteur tourne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pars immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le moteur tourne en effet, comme on le voit dans la vidéo là. L'aiguille là, elle est sur environ 800. Donc, le moteur, il tourne bien à 800 tours minute. Donc, le moteur, il tourne. Est-ce que je pars immédiatement? Donc, avant de démarrer, je dois toujours vérifier que je n'ai pas de voyant qui reste allumé sur mon tableau de bord. Là, le voyant qui reste allumé, c'est celui-là, avec un petit point d'exclamation. Donc, avec un petit peu d'imagination, pour les gens qui ne savent pas, donc en fait, ça vous indique que là, vous avez un problème de pression de pneumatique. Donc on voit que ça fait comme en fait, un petit peu comme si c'était un pneu qui était un peu à plat et donc du coup il est un peu écrasé comme ça, avec le point d'exclamation.
Donc du coup, la meilleure des choses à faire, c'est pas un, c'est pas un truc hyper dangereux pour le moment. C'est pas un voyant rouge. Mais bah là, je vais quand même aller vérifier si mes pneus sont pas à plat. Donc je vais vérifier si mes pneus sont pas à plat. Et si je vois que j'en ai un qui est un tout petit peu dégonflé ou pas, je vais quand même aller vérifier la pression de mes pneus après. D'accord? Donc je pars pas immédiatement, je vais quand même vérifier. Et si mon pneu est vraiment à plat, bah du coup je peux pas bouger du tout. Réponse A et D. Alors, un stage de sensibilisation à la sécurité routière a pour but d'éviter la réitération de comportements dangereux. Oui, réponse A, non, réponse B. Permet de récupérer jusqu'à 4 points sur le permis. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, en effet, donc un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ça a pour but, déjà, dans un premier temps, de vous sensibiliser un petit peu à ce que vous avez probablement fait, parce que si vous en faites un, c'est que vous avez probablement besoin de points, ou alors vous avez une obligation de le faire. À partir du moment où si vous êtes jeune conducteur et vous perdez plus de 3 points d'un seul coup, un stage vous sera obligatoire à effectuer. Pour recevoir un courrier, un stage sera obligatoire à effectuer. Il dure d'ailleurs 2 jours, tout ça, simplement. Donc le stage, il dure 2 jours. Vous êtes obligé d'y aller et obligé d'être présent. Vous ne pouvez pas juste payer votre stage et ne pas y aller. Si vous n'êtes pas présent, ça ne fonctionne pas. Et à l'issue du stage, donc le soir même, quand vous sortez, à partir de minuit, vous récupérez 4 points sur votre permis directement. Et vous pouvez le faire une fois par an. Donc à votre demande, si vous en avez besoin, vous avez le droit d'en faire une fois par an, jour pour jour, donc de date à date. Si vous le faites le 24 juin, donc de 24 au 24, vous avez le droit de le faire le 25 juin de l'année d'après. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Alors, une circulation alternée est signalée par le panneau 1. Oui, réponse A, non, réponse B. Le panneau 2. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ce panneau-là, il signifie quoi? Donc, circulation alternée signalée par le panneau. Celui-là, non. Celui-là, il vous indique simplement que vous êtes prioritaire sur les véhicules qui arrivent en face. D'accord? Et celui-là, est-ce que c'est une circulation alternée? Non, non plus. Circulation alternée, en fait, c'est simple. C'est un panneau. Dessus, c'est écrit circulation alternée. Tout simplement. Et là, il vous indique simplement que vous allez emprunter un passage, entre guillemets, genre il y avait 2 voies en face, vous allez prendre une des 2 voies des gens qui allaient dans l'autre sens. Vous allez empiéter sur leur voie. D'accord? Mais c'est pas circulation alternée. Donc, la circulation, ils disent quoi, eux? Le seul panneau qui remplit ce rôle est un panneau donc rectangulaire à fond jaune, donc temporaire, où il est inscrit en toutes lettres circulation alternée. Question 35 sur 40. Téléphoner en conduisant multiplie le risque d'accident par une seule réponse, par 2, réponse A, par 3, réponse B, par 5, réponse C, par 14, réponse D. Alors la bonne réponse c'est par 3. Par 14, c'est quand tu envoies un SMS. C'est à voir. La bonne réponse c'est par 3, ça multiplie par 3. Pas par 18 000 non plus. Par 3. Par 3. Donc par contre, envoyer les SMS en conduisant, ça multiplie beaucoup plus. Téléphoner, ça multiplie par 3. Ce qui est déjà très dangereux. Alors, une récente étude a montré que téléphoner risque d'accident par 3, c'est-à-dire pratiquement autant qu'un conducteur qui ayant 0,50 g d'alcool par litre de sang. D'ailleurs, le kit main libre ne réduit pas ce risque. Le danger est surtout lié à l'attention qui est en grande partie monopolisée par la conversation.
En fait, quand vous parlez à quelqu'un, bah, vous l'imaginez la personne. Et donc, du coup, votre cerveau, il y a une partie de votre cerveau, au lieu d'être concentré sur la route, il est balancé ailleurs. Vous êtes en train de peut-être de vous imaginer la personne, ou vous parlez de quelque chose, donc du coup, vous l'imaginez, ou quoi que ce soit. D'ailleurs, sachez que même avec un kit main libre, si un jour vous avez un accident, donc même en Bluetooth, même en Bluetooth, vous êtes en Bluetooth dans votre voiture, etc. Mais si vous avez un accident et que vous étiez au téléphone, et ben du coup, vous pouvez quand même, votre assurance peut quand même refuser de vous rembourser. Parce qu'en fait, ils le tolèrent, le Bluetooth, dans les téléphones, mais c'est pas non plus quelque chose d'autorisé, de légal en fait. Alors ils l'ont mis partout dans les bagnoles, et s'ils veulent vous faire chier, ils peuvent faire un relevé. Si vous étiez au téléphone à ce moment-là, bah, du coup, ils peuvent très bien ne pas vous rembourser. Méfiez-vous. Alors, je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on a le droit de le doubler. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêche de le doubler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous doubler? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a le droit, qui nous empêche ici de le doubler? On voit bien une flèche de rabattement là, mais on s'en fout totalement. Que savoir qu'un cycliste, même pour le dépasser, on a le droit d'empiéter, même quand c'est une ligne continue. On a le droit d'empiéter deux roues de l'autre côté pour dépasser en sécurité. Donc du coup, bah, il n'y a absolument rien qui arrive en face, donc je peux dépasser ce cycliste en sécurité au moment où je garde mes distances de sécurité. Réponse A. Question 37. Quelle est la proportion d'enfants passagers tués dans les trajets de moins de 3 km? Donc en gros, là, ils nous disent, donc on va essayer de décortiquer la question, parce que des fois c'est compliqué. D'accord? Et des fois les élèves ils se perdent un peu là-dedans. Donc en gros, ils nous disent, bah, sur 10 enfants qui sont malheureusement tués sur la route, combien sont tués quand ils font des trajets de moins de 3 km? C'est-à-dire des trajets qu'on fait tout le temps, tous les jours. En gros. La bonne réponse, c'est la réponse C. En fait, c'est malheureux, mais c'est beaucoup en fait. Bien souvent, en fait, ce qui arrive, c'est que, bah, par exemple, les parents ou enfin, vont chercher leurs enfants à l'école et ils habitent à 1 km, à 2 km. Donc ils balancent le gamin dans la bagnole, le gamin il s'attache même pas, ou ils le posent, ils fixent pas bien parce qu'ils ont pas le temps, ça leur fait chier, faut qu'ils se dépêchent, faut qu'ils rentrent parce qu'il y a l'autre petite sœur qui attend à la maison ou le grand frère. Et puis du coup ils se barrent comme ça. Du coup, ce qui fait bah, qu'il y a énormément d'accidents dans les moins de 3 km, bah, du coup, dans les trajets quotidiens, entre la maison et l'école, ou entre la maison et n'importe où, à moins de 3 km, il y a énormément, malheureusement, de tués, parce que bah, ils sont souvent moins bien attachés. D'accord? On fait moins attention, on se dit, ah, c'est pas grave, il n'est pas attaché, on est pour 5 minutes, bah oui, mais bon, peut-être que toi tu vas faire attention, mais peut-être qu'il y en a un autre qui va arriver qui fera pas attention. Donc réponse C. Alors, encore une vidéo, question 38. Alors, on vient de passer en feu de route. Alors, on voit qu'il y a un véhicule qui arrive en face. Je reviens en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la réponse est oui. De toute façon, on a bien vu que là, il y avait un véhicule qui est arrivé, qui est en train de monter la côte. Là, il est en feu de route également. D'ailleurs, il n'a pas encore changé. Mais moi, je vais les éteindre aussi parce que dès qu'il va arriver à ma hauteur, si je suis encore en feu de route, bah, je vais l'éblouir. Donc, du coup, je repasse en feu de croisement tout de suite en espérant qu'il fasse la même chose. Et comme ça, personne ne sera ébloui. Réponse A. Ah, bah tiens. Question 39. Un camion impliqué dans un accident grave comporte cette plaque. Cela signifie qu'il est vide. Oui, réponse A, non réponse B. Je dois l'indiquer lorsque je donne l'alerte. Pas comme si je l'avais dit il n'y a pas longtemps, ça. Oui, réponse C, non réponse D.
Donc une plaque orange, ça signifie, comme je l'ai expliqué il y a quelques questions, et de la matière dangereuse. Donc ça ne signifie pas du tout que le camion est vide. D'accord? Est-ce que je dois l'indiquer lorsque je donne l'alerte, si j'appelle les secours? Bien évidemment, d'accord? Je dois le dire. Hop, question 40. Donc je vais vous la poser dans 2 secondes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à venir sur Twitch pour répondre avec tout le monde sur la chaîne Fred Auto École. Partagez, likez, faites tout ce que vous pouvez. Et puis voilà. Puis moi je continuerai à faire des petites vidéos pour vous si ça vous fait plaisir. Donc dernière question. N'hésitez pas à repasser la semaine prochaine. Après avoir consommé de l'alcool à jeun, le pic d'alcool est atteint immédiatement, une demi-heure après l'absorption, 1 heure après l'absorption ou 2 heures après l'absorption. Ou si je bois de l'alcool et que à jeun, ça veut dire que j'ai pas mangé avant, d'accord? Ça veut dire que j'ai rien dans le ventre en fait, d'accord? Je suis à jeun, donc j'ai rien dans le ventre. Si je bois de l'alcool, on va dire le pic, il monte, l'alcool il monte, le temps que mon corps absorbe le sang, ça monte en 30 minutes, d'accord? Par contre, si je suis en train de manger et que je bois de l'alcool en même temps que je fais un repas, tout ça, le pic, il sera seulement au bout d'1 heure. Donc là, il nous parle bien de à jeun, la bonne réponse. Et la réponse B, d'accord? Question 40. Et voilà, donc merci à tous d'avoir suivi. Donc incroyable mais vrai, donc 39 sur 40. Est-ce que je me suis fait avoir encore avec leur connerie de jeunes conducteurs et de pas jeunes conducteurs, parce que j'ai encore pas mis la suspension de permis. Mais bon, oui, après 0,50, c'est 6 points, suspension de permis. À chaque fois, je me fais avoir là-dessus. Bon, je peux pas tout savoir non plus. Je suis un professionnel et qu'un être humain. Donc merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à mettre des petits pouces, des petits follow, tout ça. À très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle série. Et puis, bah, il y a toutes les autres vidéos qui arrivent sur la chaîne, hein, n'hésitez pas. À bientôt. Ciao.